Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, qui pour aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Prière. Nous sommes le week-end de la Pâque. Les fidèles chrétiens se sont réunis hier pour la messe pascale. Ce matin, ils étaient nombreux à répondre à l'appel à une prière pour la paix, celle lancée par le président Damiba. Nous reviendrons sur tout cela en images. Et puis le chapeau de Saponé, certifié en indication géographique protégée. Son certificat d'enregistrement a été remis aux autorités et aux artisans par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, entendue OAPI, le mardi dernier. Quelle a été la démarche pour aboutir à cette certification? Quel impact pour les acteurs de sa fabrication? Quels autres produits sont dans le circuit de certification? Les réponses avec Mamadou Tassambedo, directeur du Centre national de la propriété industrielle. Et puis sport, Ligue 1, l'ONAB, 25e journée. Vous aurez les résumés des matchs du week-end et nous reviendrons sur une polémique, celle autour de la clé de répartition des revenus générés par les entrées au stade. Cela se fera avec Théophile Ouedraogo, président de la Ligue du Centre de football, qui nous apportera donc quelques précisions. Et puis il faut aussi dire que nous allons échanger sur le rapport sur la gouvernance sécuritaire locale et la question de la prévention des conflits, notamment dans 4 régions du Burkina Faso. Cela se fera avec Cheikh Faisal Traoré, représentant résident de Interpeace au Burkina Faso. Et puis pour la page culture, on va parler théâtre avec un grand homme de ce milieu, Aristide Tarnagda, c'est son nom. Il est dramaturge, metteur en scène et comédien. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal dimanche au soir. Et nous allons aller donc avec les premiers sujets tantôt annoncés en titre. Les chrétiens, nous le rappelions, du monde entier ont célébré hier 16 avril la résurrection du Christ. Une équipe de la rédaction de True TV s'est rendue à la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Et au menu donc, il y avait louanges, prières et homélie. Cette veillée a été également consacrée au sacrement de baptême et de confirmation. La paix et l'amour du prochain étaient au cœur de cette célébration. La résurrection du Christ qui marque la fin du carême chrétien est célébrée à travers la vigile pascale, encore appelée la veillée pascale. Elle est célébrée ici à la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou à travers la liturgie de la fête de Pâques clôt le Triduum pascal et marque le début du temps de Pâques. Cette célébration de la résurrection du Christ s'est déroulée en 4 temps essentiels: liturgie de la lumière, de la parole, baptismale et eucharistique. Chants, louanges et prières étaient au cœur de cette veillée pascale. C'est dans cette ambiance que les fidèles chrétiens ont célébré la résurrection du Christ. La paix et l'amour du prochain étaient le message clé de cette célébration. Un message de paix et d'amour, c'est parce que Dieu nous a aimés, voilà, qu'il nous a donné son Fils. Et ce Fils a accepté de mourir sur la croix pour nous. Donc, ceux qui le suivent doivent aussi emboîter ses pas. Voilà, l'amour, le pardon, voilà, la miséricorde et surtout la recherche de la paix entre nous, la paix intérieure, la paix en famille, la paix en société. Et pourquoi pas, nous prions aussi pour la paix dans notre pays et les pays en guerre. En plus de la liturgie du feu, la veillée pascale est également consacrée au sacrement de baptême et de confirmation. Ils étaient au nombre de 190 à prendre le sacrement. Après 3 ans de catéchèse, c'est avec joie que les baptisés ont reçu le sacrement de la naissance à la vie chrétienne. À partir d'aujourd'hui, ce qui change dans ma vie, c'est ma foi en Jésus, ma foi en l'Église chrétienne catholique. Ma foi s'est renforcée. Voilà, je crois vraiment en Jésus, je crois à son Esprit Saint, je crois à la Sainte Trinité. Voilà. Et dans ma prière, je prie Dieu vraiment, je demande au Seigneur Jésus de me donner la foi, la force et le courage de faire ses commandements. C'est une renaissance, voilà, dans le Seigneur et je rends grâce vraiment pour cette étape dans ma vie et j'espère vraiment qu'avec la renaissance du Christ et que je sois aussi, on va le dire, totalement lavé
et que je sois aussi une nouvelle personne dans le Christ. Cette vigile pascale est aussi consacrée au sacrement du mariage. Les nouveaux baptisés ont célébré leur mariage naturel en cette nuit. Un rappel, Pâques, qui marque la victoire du Christ sur la mort, est considéré d'ailleurs comme la plus grande fête de l'Église catholique et mieux, le fondement même de la foi chrétienne. Nous restons toujours dans la partie société de ce JDS, prière toujours. Dans le cadre des 3 jours décrétés par le gouvernement burkinabé, la communauté catholique du Burkina, à travers la conférence épiscopale Burkina-Niger, a prié aujourd'hui même, dimanche 17 avril, à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Et à cet effet, la cérémonie religieuse a connu la participation d'une délégation du gouvernement. Elle était représentée par 5 ministres. Serge Kaboré pour le reportage. 5e des mesures énoncées au Burkinabé par le président du Faso lors de son adresse à la nation le 1er avril dernier, la journée de prière, d'adoration et d'intercession pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso a été observée ce dimanche par la communauté catholique du pays des hommes intègres à la cathédrale. À travers cette journée de prière qui coïncide avec la célébration de la fête de Pâques, les fidèles chrétiens à travers des chants, des louanges et des adorations ont adressé des requêtes au Seigneur pour le retour de la paix. Les autorités du pays ont voulu que toutes les religions puissent prier Dieu pour l'avènement de la paix, de la justice et du bon vivre ensemble dans ce pays. Et les évêques du Burkina ont choisi ce jour que dans toutes les paroisses du Burkina, nous puissions prier pour la paix. Alors nous demandons à Jésus ressuscité de nous faire épouser son amour, que nous puissions nous aimer en essayant de nous pardonner, en nous pardonnant même franchement. Les Écritures nous disent que la plupart de ceux qui sont au centre du terrorisme actuellement, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs burkinabés. Donc il nous faut que nous puissions vraiment être artisans de paix pour que nous puissions arriver à bout de ce qui nous préoccupe actuellement. Le gouvernement burkinabé a fait le déplacement de la cathédrale à travers la présence des ministres en charge des questions religieuses, de la défense, des infrastructures, du genre et de la solidarité nationale. Que les prières soient exaucées et que nous ne fassions rien dans la réalité pour que ces prières passent, n'est-ce pas, de simples invocations à la réalité, ça c'est une autre chose. Donc aujourd'hui, nous devrons mettre, n'est-ce pas, un point d'honneur à faire en plus de la prière ce que nous faisions par le passé. Et c'est en cela que le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, suite aux sollicitations qui ont été faites par les confessions religieuses et même des organisations de la société civile, a donc décidé qu'il était important que le gouvernement accompagne ce qui se fait, ce qui se faisait, ce qui se fait et ce qui se fera. Et même si demain nous ne sommes pas là, nos esprits, n'est-ce pas, seront là. Du vendredi 15 à ce dimanche 17 avril, les communautés religieuses du Burkina Faso, à travers la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB, la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina FEME, la conférence épiscopale Burkina-Niger ainsi que la religion coutumière ont ensemble prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous refermons donc cette page société pour en ouvrir une autre, celle économie. Et dans cette partie économie, nous allons nous intéresser au chapeau de Saponé, un produit donc qui est fait par les artisans de la commune de Saponé avec le raffia. Le chapeau de Saponé est désormais protégé par un certificat. Son certificat d'enregistrement en indication géographique protégée, IGT en abrégé, a été remis aux autorités et aux artisans par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. C'était mardi dernier. Près de 500 personnes, faut-il le préciser, travaille à la production des chapeaux, et avec cette labellisation et sa reconnaissance internationale, les habitants de la commune de Saponé pourront vivre de leur art. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Abdoulaye Tal, ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. Comment concrètement sera cet impact-là? Nous allons aborder ces questions, notamment avec Mahamadou Tassambedo, qui est le directeur du Centre national de la propriété industrielle. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir. Et puis comme il est de coutume, dans cette partie économie, j'ai à mes côtés David Nana pour aborder ces questions. Bonsoir David. Bonsoir M. Va, c'est un plaisir. Un véritable plaisir. Hein. On l'a vu les images tout à l'heure passer alors que nous les commentions. C'était mardi dernier. Cette nouvelle très importante pour le Burkina Faso avec ce chapeau que d'ailleurs le directeur porte, c'est à votre gauche. Voilà, qui donc vient de recevoir cette certification. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, en français facile, pour ceux qui nous regardent et qui ont vu et suivi cela depuis mardi dernier? Merci bien, merci pour l'occasion qui est offerte au ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises de parler de cette labellisation du chapeau de Saponais. Il faut dire que la labellisation a conduit à la remise du certificat de l'enregistrement du chapeau de Saponais en indication géographique. Et cette cérémonie a eu lieu le mardi passé sous la présidence de M. le ministre Abdoulaye Tall et la présidence du directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En français facile, comme vous le dites, il faut dire que l'indication géographique, qui est l'outil utilisé pour protéger le chapeau de Saponais, c'est un signe officiel délivré par une organisation en charge de la propriété intellectuelle. Pour notre cas, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui utilise un tel outil pour protéger et valoriser un produit issu d'un terroir et qui comporte des qualités, une réputation, une certaine notoriété ou d'autres caractéristiques qui sont essentiellement liées à sa zone géographique de production. Si vous prenez le cas du chapeau de Saponais, il faut dire que plusieurs éléments ont concouru à ce que l'option indication géographique protégée soit utilisée, à ce sens que, le chapeau de Saponais a un lien géographique avec la commune rurale de Saponais, qui est à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Secondo, il faut dire que au-delà de l'attachement de ce chapeau à cette zone géographique, il faut dire également qu'il y a un volet historique. Un volet historique lié au fait que le premier chapeau a été confectionné depuis le XIIIe siècle et le porteur a été le Nabakouda, qui, avant son intronisation, a vu sa tête rasée et les notables devaient trouver un moyen pour couvrir sa tête. C'est ainsi qu'un chapelier a bien voulu confectionner ce chapeau et qui, depuis lors, les techniques de fabrication ont été transmises de génération en génération. Donc, il faut dire que c'est une des activités phares de la commune de Saponais après l'agriculture. Vous avez parlé de près de 500 personnes qui s'investissent au quotidien dans ce domaine, allant de ceux qui sont dans la collecte des matières premières, le tissage, mais également toute la forme ou les méthodes de garnissage qui font que le chapeau, à la fin, représente quelque chose de beau qui est attirant pour les Burkinabés et pour les étrangers. Allô, David? Alors, c'est un savoir-faire local, donc une façon de faire qui reste propre à, n'est-ce pas, la commune de Saponais. D'abord, c'est savoir quelle a été la démarche, d'où on est parti pour obtenir cette certification. Est-ce que ce chapeau était-il soumis à une certaine concurrence illégale? Je vais parler, est-ce qu'il y avait une certaine contrefaçon qui venait au-delà des frontières du Burkina? Ok, merci bien. Il faut dire qu'avant d'arriver à la certification ou à la remise du certificat, il faut dire que la labellisation du chapeau de Saponais fait partie du projet pilote de labellisation des produits tiroirs qui a été initié depuis fin 2018 par l'ex-ministre Aruna Kaboré et dont un des produits a déjà connu son aboutissement. Je vais parler du pain faso d'Afane labellisé. Et donc le second produit dont le processus est à terme, c'est le chapeau de Saponais. Et nous sommes passés par plusieurs étapes. Donc la première a été d'organiser, de structurer l'ensemble des acteurs. Nous les avons accompagnés à la création d'une société simplifiée, société coopérative simplifiée des producteurs de chapeaux de Saponais. À l'issue de cette structuration, il faut faire en sorte que pour aboutir dans un tel processus, l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Et qui dit acteurs, dit les producteurs, dit les autorités
coutumières, les autorités administratives. Vous voyez que c'est dans une commune, les autorités municipales. Donc l'ensemble des acteurs, nous les avons associés à ce processus en termes de sensibilisation et de collecte d'informations. Après cette collecte d'informations, il faut rédiger ce qu'on appelle un cahier de charges. Le cahier de charges, c'est le document qui édicte tout le processus de production et de traçabilité du chapeau de saponais. C'est un outil qui permet de garantir la qualité tant recherchée pour un produit dont la protection recherchée est l'indication géographique. Donc après l'élaboration du cahier de charges, suivi de sa validation par l'ensemble des acteurs, nous avons également lancé un appel à candidature pour créer ce qu'on appelle un visuel, un identifiant qui pourra distinguer le chapeau de saponais des autres types de chapeaux que nous pourrons avoir à travers le pays ou à travers d'autres pays. Donc cette compétition a permis à une trentaine de designers et autres graphistes de compétir, et nous avons pu retenir à l'issue d'une sélection opérée par un jury d'une dizaine de personnes provenant de plusieurs corps, un identifiant unique qui a fait l'objet de dévoilement il y a de cela maintenant environ 1 an et demi. Et ce label a fait l'objet de protection au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour éviter son usurpation, limitation et autres. Une fois cela fait, nous avons réuni ce label associé au cahier des charges et associé au cahier de charges, y compris un plan de contrôle pour garantir la qualité, et nous avons procédé au paiement des taxes y afférentes et transmis le dossier à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est après réception et examen de ce dossier que cet office de propriété intellectuelle, qui regroupe 17 États membres dont le siège est à Yaoundé, a décidé de reconnaître ce produit comme une indication géographique protégée. La première pour le Burkina, et elle fait partie, cette indication géographique fait partie des 10 premières de l'espace OAPI. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est le premier produit de l'artisanat à pouvoir être protégé ou à être reconnu comme indication géographique au niveau de l'espace OAPI. La reconnaissance des produits artisanaux par le système de l'indication géographique est un peu récente, et même au niveau international. Donc nous pouvons dire que le Burkina vient d'ouvrir la porte de l'enregistrement ou de la reconnaissance des produits artisanaux par le système des indications géographique. Tout à l'heure, vous nous avez rappelé qu'il y a en gros 1 an, le logotype, si on peut l'appeler comme ça, avait déjà été présenté. Oui. Et justement, comment ça se fait? Qui va la poser? Oui. Pour qu'on sache que ce chapeau-là, il est celui vraiment de saponais, comme on connaît. Okay. Et puis, par quel process le producteur parvient à voir son produit à la fin labellisé? Ok. Il faut dire que, comme je l'ai dit, au niveau national, nous avons créé un label suite à une compétition. Si vous avez suivi la cérémonie de remise du certificat, cette remise du certificat a été couplée avec la remise du logo de l'indication géographique protégée de l'OAPI. Pour dire, au-delà de ce que nous avons créé pour singulariser notre chapeau, l'OAPI a un logo qui singularise les indications, les produits dont elle a reconnu comme étant protégés sous la forme d'indication géographique. Donc, dans les semaines à venir, vous allez voir que les produits qui obéiront aux prescriptions contenues dans le cahier de charges et également qui sont produits dans l'aire géographique, c'est-à-dire dans la commune de Saponay, pourront extampier leur chapeau avec les 2 logos, à savoir le logo national que nous avons créé et également le logo international. Le logo national indique facilement que ça provient du Burkina avec la dénomination chapeau de Saponay. Le logo ou le label de l'indication géographique de l'OAPI indique que c'est un produit authentique, originaire du Burkina, dans la localité de Saponay, qui a été reconnu par l'Office, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, comme étant une indication géographique. Donc, tout acteur, tout producteur qui se trouvant dans la zone délimitée de Saponay et qui accepterait de respecter les prescriptions techniques contenues dans le cahier des charges est libre
d'utiliser le label indication géographique ainsi que le label national que nous avons créé, à savoir le label chapeau de Saponnet. Je pense que la question de M. Va a tout son sens. La liberté d'utiliser, on ne l'acquiert pas comme ça. Qui va la poser sur le produit? Qui la pose? Ok, c'est ça, je venais de le dire. Et il faut dire qu'il y a la coopérative qui est là, qui va avoir un regard sur l'ensemble du processus, à ce sens que dans le cahier de charges, nous avons adjoint ce qu'on appelle un plan de contrôle. Et le plan de contrôle, c'est à 3 niveaux. Le plan de contrôle permet de contrôler la qualité, de vérifier, d'attester et non seulement la qualité mais également la traçabilité du produit. Et depuis, le producteur, il doit opérer ce qu'on appelle l'auto-contrôle. Et après le producteur, il y a la coopérative également qui a une cellule de veille qui doit opérer ce contrôle également. Et s'en suivra par la suite le contrôle externe. Le contrôle externe sera fait par ce qu'on appelle le Comité national des indications géographiques et des marques collectives, qui est l'instance qui a été créée pour promouvoir et valoriser les produits du terroir, dont la présidence est assurée par notre ministère, dont j'ai la charge d'occuper, la présidente du Comité national des indications géographiques et des marques collectives. Donc, les labels seront stockés au niveau de la coopérative et chaque demandeur, chaque producteur, suivant un mécanisme d'accès, va pouvoir accéder avec un mécanisme de traçabilité, de telle sorte que s'il y a un problème, qu'on puisse savoir le lot de chapeau est estampillé, tel numéro à tel numéro provient de tel producteur, à tel enseigne, qu'on puisse capter les contrefacteurs, qu'on puisse capter ceux qui ne vont pas respecter la qualité prescrite dans le cahier de charges. D'accord. Alors, on l'a dit, c'est 500 personnes en gros qui sont occupées par cette activité. Concrètement, avec cette certification, quelle sera la valeur ajoutée, n'est-ce pas, potentiellement à leurs revenus substantiels, mais aussi à la qualité de leur vie? Ok. Il faut dire que les consommateurs que nous sommes de plus en plus exigeants, que ce soit au niveau national ou au niveau international, et chacun voudrait avoir une connaissance ou avoir une idée de l'authenticité du produit qu'il a en face. Cela voudrait dire qu'un produit qui a un label reconnu non seulement au niveau national, mais au niveau régional dans 17 pays, va entraîner un engouement de plus en plus pour les consommateurs que nous sommes. Et qui dit engouement, dit également augmentation de la part des parts du marché, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais également le fait qu'il y a le mécanisme de contrôle à 3 niveaux va amener les producteurs, malgré la croissance espérée de la demande, à respecter la qualité et la réputation qui ont conduit à ce que nous puissions obtenir. Donc nous sommes confiants quant à l'augmentation non seulement de la qualité de la production, et qui dit augmentation de la production dit augmentation de part du marché, avec ce que cela va comporter sur l'impact en termes économiques. Et il faut dire que à ce niveau, depuis que nous avons commencé le processus, il arrive des fois que des consommateurs, des clients, des grands clients nous approchent pour en faire la demande auprès de la coopérative, et il y a des moments où ça peine à fournir, parce que le véritable problème actuellement, c'est le fait que ce n'est pas une des activités principales. C'est une activité secondaire à l'ensemble de presque les producteurs, en plus des travaux champêtres. C'est une activité qui vient en second lieu. Donc notre souhait serait de faire en sorte que travailler avec la coopérative de telle sorte qu'il n'y ait plus de rupture de matières premières, qu'il n'y ait plus de rupture de produits finis sur le marché, parce que cela contribuerait à décourager les potentiels consommateurs. On parle d'impact. Pour ce qui est du chapeau de Saponnet, la certification, on va dire, elle est obtenue depuis mardi dernier. Oui. Mais pour ce qui est du pain tissé, le Faso d'Anfani, ça, on connaît ce qu'il en est depuis déjà un certain temps. En termes d'impact, des retombées,
qu'est-ce qu'on peut en dire déjà pour qu'on puisse avoir un genre de grandeur et de projection pour ce qui pourrait advenir, par exemple, pour le chapeau des Saponnais? Ok, merci bien pour cette question. Il faut effectivement dire que le faso d'Anfani est le premier produit dont le processus a abouti. Et depuis février 2021, nous avons procédé à la délivrance des autorisations, des agréments d'utilisation du label faso d'Anfani par 25 structures. Une quarantaine de structures sont en attente d'être auditées en vue de pouvoir prétendre à ce précieux document. Donc, à ce jour, parmi les 25 structures agréées, il y a une vingtaine, 19, c'est 20, si ma mémoire est bonne, qui exploitent ou qui mettent sur le marché des pailles faso d'Anfani labellisées. Et les statistiques que nous avons à ce jour indiquent près de 8000 pailles faso d'Anfani labellisés qui sont mis sur le marché. À cela, et en termes d'impact, il faut dire que la labellisation du faso d'Anfani a consisté également à ce que nous puissions mettre en place ce qu'on appelle un catalogue de motifs. Un catalogue de motifs de 400 motifs des pailles faso d'Anfani. Et cette protection des catalogues auprès de l'OAPI a permis la saisie et la destruction de milliers de pailles contrefaisant qui imitent ou qui ont imité les motifs de nos pailles faso d'Anfani qui ont fait l'objet de protection. Donc c'est un outil de lutte contre la concurrence déloyale, de lutte contre la contrefaçon. Si vous prêtez attention souvent, de par le passé, à certains endroits de la ville, vous allez voir des pailles industrielles extampiées aux colorations ou au design des pailles faso d'Anfani vendues régulièrement à 3000 le triple ou à 2000 le triple, et cela contribue à inhiber les efforts fournis par les braves dames. Donc la labellisation du faso d'Anfani a permis que nous puissions disposer de catalogues protégés, et ce qui a permis au ministère, à travers la BMCRF, d'agir sur le terrain, de saisir et de procéder à la destruction. Autre impact qu'il faut dire, il y a eu le renforcement des capacités. À travers cette labellisation, le ministère a initié l'opération 5000 métiers à tisser, qui a permis à des milliers de femmes de pouvoir disposer des métiers à tisser. Et qui dit métier à tisser dit amélioration de la qualité. À cela s'ajoute des formations qui ont été initiées non seulement par le ministère, mais également par des partenaires comme la FINATI et autres structures qui ont permis de renforcer les capacités des acteurs. Donc voilà quelques éléments que nous pouvons juger un peu satisfaisants, au-delà même du fait que sans pour autant avoir des statistiques à l'heure actuelle, ce qui nous parvient à travers les structures agréées et celles qui sont en attente d'obtenir les agréments, la demande du paille faso d'Anfani labellisé se fait de plus en plus croissante. Et si nous regardons les statistiques de traçabilité et de sécurisation que nous avons à travers la maison de l'entreprise, on se rend compte que le paille faso d'Anfani labellisé est payé aux États-Unis, en France, en Belgique, en Chine et dans d'autres pays, parce que c'est un système qui nous permet de tracer là où le pain se retrouve à travers le monde. David, une dernière question. Oui, je tiens d'avoir lui tirer mon chapeau parce qu'on parle de consommation, parce que tous ces efforts-là n'auront pas du sens s'il n'y a pas une consommation locale, et vous êtes habillé en faso d'Anfani, donc je tenais à vous tirer le chapeau. Mais aussi, dans ce même élan aussi, il avait été annoncé la certification de d'autres produits. On parle du beurre de karité, le poulet bicyclette. Aujourd'hui, où en est-on? Effectivement, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'initiative ou du projet de pilote de labellisation. À l'issue de ces deux produits dont nous venons de citer, effectivement, il y a le beurre de karité et il y a le cocodonda. Je peux dire que pour ces deux produits, le processus est presque à terme, parce que nous avons fait l'essentiel. Ce qui reste, c'est la détermination du mécanisme de reproduction, de traçabilité et de sécurisation du label. Et cela se fait en collaboration avec la maison de l'entreprise, et des projets existent et seront validés très incessamment. Et nous pouvons affirmer que dans
2 à 3 mois au plus tard, vous allez voir sur le marché à l'image des pains Faso Dafane labellisés, des pains Cocodonda labellisés, du beurre de karité, des produits dérivés labellisés. Et l'autre projet également que nous avons démarré avec le ministère en charge des ressources animales, c'est la labellisation du poulet bicyclette. Il faut dire que là également le processus le processus tire à sa fin, étant donné que nous avons déjà fait la campagne d'information, de sensibilisation, de collecte de données. Nous avons élaboré les documents techniques tels que le règlement déjà, le cahier de charges. Nous avons également lancé l'appel à la compétition. Un jury a siégé et donc nous allons organiser incessamment suivant la disponibilité des différents acteurs, des premières autorités des 2 départements, la cérémonie de dévoilement qui sera suivie de sa demande de protection à l'OAPI. L'autre élément, et pas le moindre, c'est le Made in Burkina. Pour promouvoir le consommation local, le concept Made in Burkina a été créé à travers un label. Là également, le processus est presque à terme, étant donné qu'il reste uniquement dans les semaines à venir le lancement de l'appel à candidature pour l'exploitation du label Made in Burkina. Ce Made in Burkina a pour objectif d'attester ou d'authentifier les produits d'origine burkinabé fabriqués à partir des matières premières ou fabriqués à partir d'autres matières premières venant d'ailleurs, mais sur le territoire. Et vous savez que présentement, comme je l'ai dit, entre-temps, les gens consommateurs sont de plus en plus enclins à savoir d'où proviennent les produits. Donc nous avons des produits qui ont une certaine autorité au niveau international, à telle enseigne que si nous ne prenons garde, nous allons assister à une usurpation de l'origine burkina par d'autres acteurs. Si vous le permettez, je voudrais revenir sur un petit point, parce qu'avec la remise du certificat, nous avons lu à travers les réseaux sociaux ou autres des incriminations tendant à faire croire que la certification, la protection de l'indication géographique du chapeau de Saponais constitue une usurpation. Il n'en est rien. Il faut dire que le chapeau de Saponais, il existe d'autres types de chapeaux dans d'autres pays, dans d'autres régions du Burkina. Si ces chapeaux ont des spécificités, ont des attachements avec leur origine ou autres, nous sommes preneurs, que ce soit des chapeaux ou autres propositions de produits venant d'autres régions qui renferment des qualités, des caractéristiques ou une autorité pour accompagner vers la protection sous la forme d'indications géographiques ou de marques collectives. Merci bien. Monsieur Mamadi Tassambedo, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre national de propriété industrielle. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, directeur général. Merci bien. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à David Nana. À vous le merci. C'est cela. Un plaisir. Merci. Et on espère qu'on vous recevra encore. On espère qu'on vous recevra encore, puisqu'il y en a qui sont en train d'arriver à leur terme. Et on comprendra. Merci bien. Merci. On va continuer, nous, ce JDS, avec une autre rubrique, c'est celle politique. Lors de la conférence de presse du gouvernement du 11 avril dernier, le ministre de la Justice annonçait que l'état d'urgence devrait être décrété sur tout le territoire national. L'état d'urgence qui avait été décrété dans 14 provinces ayant pris fin avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le MPSR. Cette nouvelle mesure permettra de prendre des actes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quelles sont les implications de ces restrictions? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdul Rahim Nienye. L'état d'urgence est un état exceptionnel, un régime juridique de crise décrété par le président du Faso lorsque le pays fait face à une crise, selon les explications du Dr Samson Dabiré, enseignant-chercheur, qui a d'ailleurs consacré un ouvrage sur la dérogation aux droits de l'homme. L'état d'urgence est décrété pour une durée de 30 ou 45 jours selon que l'Assemblée nationale soit en session ou hors session et peut être prorogé par une loi. Encadrée par la loi 023 de 2019, l'état d'urgence est une restriction des libertés individuelles et collectives qui sera opérée par l'administration à travers les forces de sécurité intérieure pour faire face à la crise. Peuvent adopter un certain nombre de mesures telles que la réquisition de personnes et de biens, telles que
les perquisitions de jour et de nuit, l'interdiction de circulation dans certains endroits et à certains moments, le contrôle des médias ou même l'interdiction de certaines publications qui sont de nature à troubler l'ordre public, l'interdiction ou la dissolution de certains groupes ou de certaines associations dont les activités sont considérées par l'autorité administrative comme de nature à troubler l'ordre public, l'interdiction d'enseignement ou de prêche religieux considérés comme étant de nature à inciter à la violence ou à la haine. Donc vous voyez que c'est un certain nombre de mesures qui sont en réalité des restrictions à des droits et des libertés. Pour Dr Dabiré, la situation actuelle du pays justifie la prise de cette mesure de restriction de liberté. Il explique que l'état d'urgence permet au gouvernement de prendre des mesures spéciales. Il appartient donc à l'autorité de savoir en profiter pour lutter contre l'insécurité. L'état d'urgence n'est pas une panacée. Donc on recourt à l'état d'urgence parce que nous avons des mesures que nous voulons prendre et qui ne peuvent pas être exercées si on reste dans la circonstance normale ou dans le droit ordinaire. Ça donne les coups de franche à l'autorité politique d'adopter un certain nombre de mesures pour résorber la crise. Mais s'il n'y a pas de mesures fortes pour résorber la crise, on a beau recourir ou même cumuler toutes les formes d'état d'exception que nous avons, la crise va rester. Donc il revient à l'autorité politique, une fois qu'on a recouru à l'état d'urgence, de prendre les mesures et de les exécuter, puisque avec le recours à l'état d'urgence, elle dispose maintenant de coups de franche. Même si l'état d'urgence constitue un état de restriction des libertés, il doit s'appliquer conformément à des principes bien définis selon Dr Dabiré. Les mesures de restriction qui seront prises durant la période de l'état d'urgence doivent être justifiées. Il faudra respecter un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'il faudra que ces restrictions soient proportionnelles, soient nécessaires, que l'autorité administrative s'assure toutes les fois qu'une liberté est atteinte dans le cadre de l'état d'urgence, que cette atteinte est nécessaire pour l'objectif qu'elle veut atteindre et que cette restriction est proportionnelle. S'il y a des mesures d'état d'urgence qui sont prises et que vous estimez qu'elles ne sont pas régulières, vous avez la possibilité de contester ces mesures-là devant le juge administratif et par la suite devant les juridictions internationales ou devant les juridictions sous-régionales. L'autre chose qui pourrait concerner les citoyens, c'est que la loi sur l'état d'urgence prévoit un certain nombre de sanctions de nature pénale lorsque vous contrevenez aux mesures de l'état d'urgence. Donc ce sont des amendes qui peuvent aller d'un certain montant et aussi des prisons fermes qui peuvent être prononcées contre vous. Dr Samson Dabiré explique que l'état d'urgence n'est pas la seule situation d'exception. Le droit positif burkinabé prévoit l'état de siège et l'état d'exception prévu à l'article 59 de la Constitution. Le président du Faso peut recourir à ces situations dans des cas spécifiques en fonction de la situation. L'état de siège ne peut être décrété que lorsque le péril auquel fait face la nation résulte plutôt d'une sédition armée ou d'une insurrection armée ou d'une occupation étrangère. C'est-à-dire que la cause du péril imminent est plutôt de nature militaire ou de nature guerrière, alors que pour l'état d'urgence, c'est lorsqu'il y a simplement menace à l'ordre public ou une catastrophe naturelle qui entraîne un péril à l'État. Ensuite, alors que l'état de siège donne l'onction plutôt à l'autorité militaire d'exercer les pouvoirs d'exception, dans l'état d'urgence, c'est l'autorité administrative qui est loin des pouvoirs d'exception. Alors, lorsqu'on se retrouve dans une crise institutionnelle, donc le fonctionnement régulier des institutions est interrompu, ou que l'intégrité du territoire est menacée, ou encore que l'exécution des engagements internationaux du Burkina Faso sont rendus impossibles, le président du Faso peut en ce moment recourir à ses pouvoirs exceptionnels qui sont prévus à l'article 59 et il cumule en ce moment à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il devient une sorte de souverain de l'exception absolue et peut prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour résorber la crise. Samson Dabiré espère que l'état d'urgence va être limité dans le temps si toutefois il doit être prorogé par l'Assemblée législative de la transition, cela afin d'éviter des abus. Tout compte fait, le Burkina Faso doit notifier au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies les mesures de suspension des libertés qui seront prises.
Parlons sécurité toujours. Pour des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme, il faut une parfaite collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Interpeace a pu faire un diagnostic des dynamiques sécuritaires dans 4 localités dans le but d'y améliorer la prévention des conflits et la gouvernance sécuritaire locale. Il s'agit donc du Sahel, de l'Est, du Centre-Nord et de la boucle du Moune. Les conclusions de cette démarche ont été consignées dans un rapport qui a fait l'objet d'une conférence nationale de validation, c'était le 14 avril dernier. Nous sommes pour en parler d'ailleurs avec Cheikh Faisal Traoré, représentant pays de Interpeace au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Va. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette thématique qui est très importante. Quand on regarde, on parle sécurité. D'abord, on va chercher à savoir rapidement ce qu'est Interpeace avant de s'intéresser à ce rapport-là. Mais rapidement. Merci. Disons qu'Interpeace est une organisation internationale dont le siège est à Genève, qui a une histoire intimement liée avec la consolidation de la paix, dans la mesure où Interpeace a été à l'origine créé par les Nations Unies comme une initiative d'innovation en matière de paix, de consolidation de la paix. Parce que ce n'était pas toujours évident pour certains acteurs d'intervenir dans certains contextes. Et Interpeace, justement, dans son approche innovante, qui met au cœur de l'approche les trois composantes majeures, à savoir les communautés à la base, les acteurs au niveau médian, notamment la société civile, les organisations internationales, les leaders coutumiers, mais aussi les acteurs au premier niveau, notamment les gouvernements, mais aussi les différents partenaires au développement. Nous avons donc pu développer des approches, des méthodes qui depuis 27 ans font leur preuve à travers le monde, dans des conflits assez divers, comme au Rwanda ou encore au Mali, où nous sommes encore également en Côte d'Ivoire. Et donc l'idée, c'est véritablement de faire en sorte que les communautés par elles-mêmes aient suffisamment de capacité pour générer les réponses aux conflits auxquels ils font face et que, dans le même temps, la communauté internationale puisse avoir l'appui nécessaire afin d'intervenir de manière efficace dans les différents contextes. On va parler du Burkina puisque vous avez essayé de diagnostiquer les dynamiques sécuritaires dans 4 localités burkinabais. On les a rappelées d'entrée. Et déjà, qu'est-ce qui ressort essentiellement de ce diagnostic fait? Alors, l'une des choses aussi à préciser peut-être à l'entame avant de répondre à cette question, c'est qu'Interpeace n'intervient pas de manière exclusive sur la question sécuritaire. Nous intervenons au Burkina pour la consolidation de la paix. Et cela implique un certain nombre de facteurs sur lesquels il est important d'agir. Et ces facteurs-là ont été déterminés par les communautés elles-mêmes à l'issue d'un processus que nous avons eu les 2 dernières années, 2019-2020. Et donc nous avons eu suffisamment d'éléments qui nous ont amenés à nous intéresser à la question de la relation entre les populations et les FDS. Et l'un des éléments justement importants de cette relation entre population et FDS, c'est la gouvernance sécuritaire qui a émergé comme un point central. Et donc pour nous, il était important d'analyser cette question en nous disant qu'il est essentiel que nous ayons la meilleure approche sécuritaire dans le contexte dans lequel nous sommes. Pas seulement en réponse au terrorisme, mais tout simplement à faire en sorte que nous ayons une infrastructure sécuritaire suffisamment solide pour conduire le Burkina vers la paix et maintenir le Burkina dans la paix. Et donc cela nous a conduit à un dialogue avec les différentes communautés. Autour de 3000 personnes ont été consultées à travers ce processus, à travers une enquête quantitative, mais aussi un processus qualitatif qui nous a permis d'avoir des échanges directs avec les communautés afin de comprendre ce qu'elles disent. On peut facilement dire que les populations ne sont pas satisfaites de la sécurité, mais pourquoi? Quels sont les éléments qui motivent justement ce fait à cette situation? Et donc nous avons fait ce travail sur les différentes régions, mais nous avons aussi questionné les FDS, parce qu'elles sont actrices et il était important de les entendre, ainsi que l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la sécurité au niveau du Burkina Faso. Et moi, j'ai parcouru un peu ce rapport. Ce que je vois déjà, c'est que il y a, je ne parle pas de crise de confiance, mais il y a des attentes de part et d'autre. D'abord, des populations qui attendent d'être beaucoup plus en sécurité, mais qui trouvent que les forces de défense et de sécurité ne communiquent pas forcément assez avec elles. Et on retrouve ce même sentiment, même chez les VDP. Oui. Les constats que nous avons faits au-delà de la crise de confiance, c'est déjà une situation de la gouvernance sécuritaire assez difficile. Assez difficile et qui met les populations dans une situation que nous avons comparée au marteau et l'enclume. Elles sont elles sont dans cette situation-là. Elles sont dans une situation où elles ont l'impression
que l'État ne l'assure pas et que les terroristes, naturellement, ne sont pas des alliés fiables du tout. Elles sont également dans une situation où elles n'arrivent pas à sortir du traumatisme créé par les terroristes, mais dans le même temps, l'État qui ne l'assure pas finit par être le recours vers lequel ils peuvent aller. Et cela n'est pas une situation tout à fait tenable. Et cela conduit beaucoup de communautés aujourd'hui à faire le choix de la survie, qui consiste souvent à pactiser justement avec les groupes terroristes. Et donc tout cela, effectivement, c'est un constat que nous avons fait sur le terrain. Et l'autre constat, parce qu'il faut arriver à lier les faits, c'est que les populations n'arrivant pas à faire confiance au FDS développent par elles-mêmes souvent des initiatives locales de sécurité qui, si elles ne sont pas bien encadrées, peuvent être justement aller dans tous les sens. Et on a justement la grande crise de confiance entre les acteurs. Dans un premier temps, vous l'avez dit, les populations et les FDS. Il y a beaucoup de méfiance, beaucoup d'accusations mutuelles, beaucoup de situations assez difficiles parce que les populations estiment avoir vécu des traumatismes de la part de ces forces de défense de sécurité-là qui ne permettent pas la collaboration. Dans le même temps, les FDS qui attendent la contribution des populations pour mener à bien leur mission n'ont pas cette collaboration. Et donc, il y a chacun, en tout cas des accusations de part et d'autre qui ne favorisent pas une situation de confiance. Nous avons également la crise de confiance entre les FDS et les groupes d'autodéfense qui sont en général l'émanation des communautés, veulent apporter une réponse sécuritaire et ont du mal à avoir la bonne oreille, la bonne écoute de la part des acteurs sécuritaires traditionnels, donc régaliens, et donc cela crée naturellement des frictions qui ne sont pas toujours de nature à favoriser l'action sur le terrain. Et puis, on a même la crise de confiance entre, oui, vous l'avez dit, les VDP et les forces de défense de sécurité. C'est encore des accusations mutuelles où les VDP estiment qu'elles ne sont pas suffisamment soutenues, elles ne sont pas suffisamment équipées, elles ne sont pas bien exploitées non plus dans l'action qui est menée sur le terrain. Et dans le même temps, les FDS estiment également que ces forces-là ne collaborent pas assez. Mais l'une des choses également que nous avons pu constater sur le terrain, qui a été, qui est de plus en plus sur la place publique, c'est la difficile collaboration entre les FDS eux-mêmes. Lorsque les FDS elles-mêmes n'arrivent pas à coordonner leur action, c'est sûr que ça va être très difficile. Et donc nous pensons, il y a des données suffisamment solides là-dessus. Nous avons le dialogue direct avec les FDS parce que nous pensons également que tous les constats que nous avons faits ne sont pas ceux que l'on met sur la place publique, mais doivent également être traités dans les cadres appropriés pour être sûr que nous apportons la meilleure réponse dans le contexte dans lequel nous sommes. Dans ce que vous proposez, vous dites qu'il est impérieusement qu'il y ait un cadre de concertation et un cadre de collaboration qui implique tout le monde, on va dire les femmes, les jeunes et ces forces-là. Mais comment vous pensez ce cadre de concertation lorsque on est en face d'entités aussi qui ont leurs singularités? Vous prenez l'armée, grande muette, on ne peut pas tout partager. Vous prenez les cas des populations, quand on voit l'homme en tenue, on est craintif. En tout cas, comment est-ce qu'on les met dans un cadre de concertation, de collaboration commun? Nous avons des expériences assez réussies dans d'autres contextes et nous pensons que nous ne dirons pas qu'il faut transposer les mêmes méthodes ailleurs au Burkina, mais nous sommes convaincus que le dialogue est toujours la réponse. Comment nous devons faire ce dialogue-là? Nous avons un certain nombre d'outils parce que la plupart des acteurs aujourd'hui sont unanimes sur un fait. Le combat qui est aujourd'hui sur le terrain, en tout cas contre le terrorisme et contre tout ce que nous avons comme conflit, on ne pourrait arriver à bout de ces combats-là qu'ensemble. Il est essentiel que les acteurs travaillent ensemble. On est d'accord pour ça. Il y a également, le gouvernement le dit assez régulièrement, le lien armée-nation, il est essentiel. Si on ne le crée pas, c'est naturel qu'on ne peut pas aboutir à des solutions durables et pérennes. Ce que nous proposons, c'est une approche de dialogue qui consiste à recréer la confiance entre les acteurs. Si nous arrivons à créer la confiance, et des outils existent, et nous avons fait des propositions concrètes là-dessus, et nous pensons que ces outils-là permettront tout simplement aux différents acteurs de briser la glace, d'enlever les barrières à la confiance. Et cela, les cas de collaboration sont une expérience assez intéressante à travers ce processus-là, qui nous permettront de mettre les différents acteurs ensemble, de renforcer la confiance des acteurs et de renforcer la synergie d'action sur le terrain entre les différents acteurs.
Je sais que lors de la validation du document, on avait les différentes couches qui étaient là, il y avait même l'armée qui était là. Et je pense qu'il y avait des ministres qui s'étaient fait représenter et tout, mais est-ce qu'ils sont tous pour la dynamique? C'est ça aussi la question. Ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, n'est pas encore abouti en réalité. C'est un processus dans lequel nous sommes. Mais nous nous sommes assurés que nous n'agissons pas en tant qu'Interpis. Nous agissons en tant que collégialité. Interpis facilite le processus, mais le gouvernement est acteur. Le ministère de la Sécurité, justement, était non seulement représenté, mais est le partenaire, effectivement, du côté du gouvernement, avec lequel, en tandem, nous mettons en œuvre toutes les initiatives qui sont en lien avec ce processus-là. Le ministère de la Défense, c'est la même chose. Et vous l'avez dit, certains ministres étaient représentés, d'autres étaient présents. La ministre du Genre était présente. Parce que pour nous, les femmes et les jeunes sont essentiels dans la réponse que nous devons apporter. Et donc, la partie gouvernementale est impérativement impliquée, mais nous précisons toujours ceci. Nous travaillons toujours avec les États, jamais pour les États et jamais contre les États. Parce qu'à la fin, les populations bénéficiaires doivent être effectivement celles-là qui reçoivent le plus de support adéquat possible. Et donc le gouvernement est impliqué, mais nous avons également d'autres acteurs qui sont impliqués. Les forces de défense et de sécurité elles-mêmes sont présentes. Et vous l'avez si bien dit, elles étaient bien représentées lors de la conférence nationale, mais la conférence nationale n'est que, si vous voulez, la face visible de l'iceberg, parce que d'autres initiatives ont été conduites pendant plus d'une année et ont permis de mobiliser ces acteurs-là justement. Et on est en train de pousser le processus pour renforcer la confiance dans ces 4 régions déjà et naturellement conduire des actions concrètes sur le terrain qui doivent avoir pour finalité, nous insistons là-dessus, pas que la sécurité soit améliorée, mais que le niveau de sécurité soit amélioré dans une perspective de rétablir la cohésion sociale et la paix dans ces localités du Burkina. Peut-être dernière question, il y a cette initiative-là, les comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Dans cette enquête, déjà, vous avez pu toucher près de 3000 personnes. Vous travaillez très souvent avec ces acteurs-là à la base. Il y a cette dynamique du dialogue qui va être enclenchée pour ce qui est des fils du pays qui ont pris des armes et les ont retournés contre la patrie, il y a un genre de discussion, mais l'État ou le gouvernement l'a précisé, c'est au niveau des acteurs locaux pour les ramener vers le bon sens. Quel est le regard que vous jetez sur cette dimension-là, cette dynamique-là? Déjà, a priori, lorsque nous entendons le dialogue, on se réjouit parce que nous sommes convaincus que le dialogue est l'un des moyens pour apporter la réponse. Maintenant, de quel dialogue? Avec qui? Nous n'avons pas encore tous les contours de ce qui a été dit. On a eu la déclaration, mais on n'a pas encore les détails qui nous permettent d'apprécier de manière objective cette proposition faite par le gouvernement. Mais ce dont nous sommes convaincus, et ce que nous avons longtemps proposé, c'est qu'il est essentiel, oui, qu'on ait le dialogue sur les causes profondes de la situation que nous vivons aujourd'hui. Le dialogue ne doit pas être seulement sur les effets. Il doit être sur les causes profondes. Pourquoi des Burkinabés acceptent d'aller de l'autre côté? Il y a des traumatismes qui sont présents. Il y a des frustrations importantes qui sont présentes. Il y a des gaps de gouvernance qui sont également constatés. Il est important que ce dialogue, en tout cas que nous pouvons enclencher, permette de toucher à ces différents pans-là, afin de régler tous les éléments qui ont fissuré de manière fondamentale et de manière structurelle la cohésion au niveau du Burkina Faso. Au niveau global, mais aussi au niveau local. Et là, c'est vraiment important que le travail puisse se faire avec des acteurs crédibles qui puissent effectivement avoir cette discussion-là. Et à partir de là, des solutions seront dégagées. Et vous savez, souvent le dialogue est même la réponse. Après un dialogue, en général, on arrive à se comprendre et cela permet d'apaiser un certain nombre de tensions déjà et ouvre des pistes de solutions concrètes pour d'autres choses qui peuvent être plus compliquées. Et donc nous pensons qu'il est important que le gouvernement, que nous acceptions en tant que communauté d'acteurs d'agir sur ces causes profondes et structurelles-là et d'y apporter les meilleures réponses. Il est aussi important que ce dialogue soit clairement encadré. Il peut être lancé et il y a le risque qu'il y ait des actions tout azimut qui ne soient pas suffisamment organisées. Il est bien que tout cela soit bien encadré, la finalité, les outils à mettre en œuvre. Et ça, c'est le troisième point qui est essentiel pour nous. Dans le cadre d'un dialogue, c'est la méthode qui est employée. Il est essentiel d'avoir la meilleure approche méthodologique, d'avoir les meilleurs moyens de discuter pour que ce dialogue lui-même ne soit pas biaisé et finalement ne contribue pas de manière efficace à la réponse que nous avons souhaitée. Beaucoup de choses ont eu lieu à travers le monde. Nous avons eu des contacts assez difficiles. Nous avons travaillé par exemple au Mexique, au Rwanda.
C'est des situations suffisamment délicates, mais nous pensons que quelquefois, la bonne approche qu'on arrive à mettre en œuvre peut être un outil qui aide les différents États, les différentes communautés à sortir des crises profondes qu'elles vivent. Merci bien, Cheikh Faisal Traoré, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le représentant pays de Interpeace au Burkina Faso. Nous allons nous poursuivre ce JDS avec une autre rubrique, c'est celle santé. On parle santé animale. Le 13 janvier 2022, pour le rappeler, la Direction générale des services vétérinaires du Burkina Faso déclarait la présence du virus influenza aviaire hautement pathogène. Il s'agit, pour être plus simple, du virus de la grippe aviaire dans 42 foyers répartis dans 7 régions du pays. C'était en janvier. Le lendemain, au cours d'une conférence de presse, le ministre en charge des ressources animales appelait les populations à l'adoption de bonnes pratiques pour contrer la propagation de cette maladie. 3 mois après, quel est l'état des lieux et quelles sont les stratégies mises en place par les services compétents pour endiguer cette maladie? Les réponses nous sont données par Dr Adama Maïga. Il est le directeur général des services vétérinaires et le reportage est signé Fatimata Nikema. Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, encore appelé virus de la grippe aviaire, est une infection provoquée par des virus grippaux de type A. Une infection qui peut toucher toute espèce d'oiseaux sauvages ou domestiques. S'il est généralement asymptomatique chez les oiseaux sauvages, il provoque chez les oiseaux d'élevage domestiques des symptômes de grippe tels que les écoulements nasaux, des troubles respiratoires, des gonflements de crête et même la diarrhée. Détectée pour la 3e fois au Burkina Faso en janvier 2022, cette peste aviaire touchait déjà plus de la moitié des régions du pays. Quand nous avons fait la déclaration le 13 janvier, on était à 42 foyers. Après ça, au 1er avril, on est parti jusqu'à 132 foyers. Et sur les 132 foyers, il y a eu près de 192 élevages qui ont été touchés. 192 élevages répartis dans 12 régions et 26 provinces du pays. Mais à la date du 15 avril 2022, 84 foyers ont été maîtrisés et il ne reste que 48 foyers actifs. La lutte continue donc à la Direction générale des services vétérinaires pour endiguer cette épizootie. Et cela en suivant la stratégie des services techniques de l'élevage. Nous avons pris déjà des arrêtés portant déclaration d'infection dans presque toutes les provinces où il y a eu la maladie. Et après la prise des arrêtés, les services techniques sont passés dans les élevages où il y a eu la maladie. Où il y avait des volailles, nous avons procédé aux abattages sanitaires, plus incinération des volailles qu'on a abattues. Dans les lieux où les volailles sont toutes mortes, nous avons procédé à la désinfection. Selon le directeur général des services vétérinaires, cette peste des volailles n'épargne aucun type d'élevage dans le pays, qu'il soit traditionnel ou moderne. Au niveau de la faune sauvage également, nous avons constaté la grippe aviaire, puisqu'il y a eu des tourterelles que nous avons pris qui ont été positifs. Il y a également des charognards que nous avons pris qui étaient positifs aussi à la grippe aviaire, parce qu'ils ont mangé des cadavres de poules et ils se sont contaminés. Donc il y a eu, surtout dans la région du sud-ouest et du centre-sud, où nous avons eu jusqu'à 14 charognards qui sont morts de la grippe aviaire. La faune sauvage n'est donc pas épargnée, mais il est difficile de contenir la maladie à ce niveau, faute de disponibilité d'un programme de surveillance de la faune, à en croire Dr Maïga. Et pourtant, l'alerte selon laquelle la grippe aviaire se répand plus ces dernières années au niveau de la faune sauvage a été lancée par la FAO. Elle a donc invité les pays concernés à prendre des dispositions pour éviter la propagation du virus. Quand on fait l'aliment ou quand on pose l'eau, éviter que ces oiseaux sauvages ne viennent pour pouvoir boire l'eau parce qu'ils peuvent contaminer également nos volailles. Les éleveurs doivent donc adopter des gestes qui mettent des barrières entre la volaille sauvage et domestique. Quant aux autres modes de contamination, des dispositions sont prises par les services vétérinaires.
Il y a un renforcement du contrôle au niveau des frontières, mais également au niveau d'ici, nous continuons toujours à faire des enquêtes épidémiologiques, à demander toujours la situation de la maladie dans les provinces où il y avait la maladie, pour voir s'il n'y a pas encore quelques cas qui ont surgi. Mais on a bon espoir que d'ici la fin du mois, mi-mai, on pense qu'on va pouvoir gérer la maladie si tout va bien. Mais pour respecter ce délai, la direction des services vétérinaires compte sur la collaboration des importateurs de volailles et des populations. Et cela en allant vers les services vétérinaires pour s'informer avant toute importation ou avant la mise en œuvre de tout projet d'élevage. Rappelons qu'avec la présente apparition, c'est la 3e fois que le Burkina Faso est touché par cette grippe après celle de 2006 et 2015. Et elle engendre des conséquences socio-économiques, sans oublier les troubles de santé qu'elle peut causer à l'humain. Des problèmes de santé qui peuvent se manifester par la toux, la fièvre, des maux de gorge, des douleurs musculaires et un essoufflement. Le JDS, il est transversal, l'actualité aussi. Et c'est pour ça que nous parlons maintenant culture. Nous resterons dans un secteur bien précis de la culture, avec un nom, Aristide Tarnagda. Un visage que vous allez maintenant découvrir. Il est dramaturge, je dis découvrir pour certains, dramaturge, metteur en scène et comédien. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Vous êtes le directeur des récréatales à Ouagadougou. Quand on dit récréatales, tout le monde connaît pour le visage que ça donne à l'un de nos quartiers de la capitale. Et pour ça, on vous en dit déjà merci. On va s'intéresser à votre histoire. Vous êtes directeur des récréatales et pourtant, votre amour avec l'écriture, ça commence justement avec les récréatales en 2004. Comment vous y arrivez ? Alors, j'arrive au Théâtre de la Fraternité de feu Jean-Pierre Guingané qui m'a transmis la passion du théâtre. Et puis, à un moment donné, il nous demande d'écrire, de passer à l'écriture parce que lui se fatigue et qu'il a besoin que sa troupe continue d'être animée, continue de vivre. Et puis, voilà, cette parole tombe dans l'oreille d'un jeune, en fait, qui se posait beaucoup de questions, mais qui n'osait pas. Et donc, je commence à écrire et puis Étienne Minungu arrive avec les récréatrales en 2002 et dont le QG était à Gambidi à l'époque et donc j'ai suivi les premières répétitions et en 2004 il tend la perche aux jeunes écrivains. Qui voudraient prendre part à des ateliers d'écriture et c'est comme ça que je m'inscris et je rencontre la route de Kofi Kwaoulé et depuis l'écriture est restée ancrée dans ma vie artistique. Moi j'ai parcouru un peu, d'abord en 2004, la première pièce, alors tue-moi. Je vais continuer pour que les téléspectateurs fassent un peu votre portrait robot. Tue-moi. Il pleut de l'exil, les larmes du ciel. Après, vous avez et si je les tuais tous, madame, 5 ou la patience des morts, la terre rouge. Bon, quand on regarde, pourquoi la mort ? Il y a souvent cette thématique qui est centrale. Pourquoi ? Je ne saurais pas dire pourquoi, c'est peut-être mon inconscient qui parle, mais ce dont je suis sûr, c'est que pour parler de la vie, il faut parler de la mort, parce que ce sont des choses inséparables. On entre dans la mort en vivant et on y sort en mourant. Donc voilà, donc il me semble que c'est aussi un cri de cœur, c'est aussi une façon de parler de l'espoir, du désespoir que traverse l'être humain de façon générale et puis les Burkinabés en particulier. C'est vrai que l'une des pièces aussi qui vous a fait beaucoup connaître, c'est issu de Sankara, sa vie. Maintenant, c'est quelqu'un que... c'est ça la magie de l'écriture. C'est-à-dire, dès qu'il meurt, vous le faites revenir à la vie et puis vous introduisez des dialogues. Et ça va aller jusqu'au festival d'Avignon, en Belgique. Comment ça vous vient comme ça de relever le mot juste là maintenant et puis commencer à se dire on va inventer des dialogues avec la mère, à côté avec la femme. Ça vient comment tout ça ?
Alors, Sankou, la patience des morts, en tant qu'écrivain burkinabé, Sankou vous hante forcément parce que c'est un personnage atypique. C'est un personnage qu'on aimerait interroger, titiller, qu'on aimerait ressusciter parce que sa mort nous peine, nous chagrine. Et puis, il y a la compagnie de Alain Emma qui travaille avec une compagnie belge qui m'ont approché parce que justement, ils se posaient la question de la place du héros dans nos sociétés. Et puis, ils m'ont fait cette commande d'écriture-là. Et donc, moi, je leur ai dit que j'étais très préoccupé par le personnage Sankara. Et après, il fallait trouver des situations pour parler de ce Sankara-là. Et donc, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai interrogé, j'ai fouillé un peu partout. Et puis, j'ai voulu écrire une histoire à partir des morts, en fait. C'est comme si je le réveillais pour lui donner la parole. Et parce que de toutes les façons, Sankara est immortel. Donc, pour moi, vous l'avez dit tantôt au début, c'est la magie du théâtre qui permet de tout faire en fait, que les morts peuvent se lever, prendre la parole et puis se recoucher. Mais c'est vrai que l'actualité ça rattrape parce qu'il y a le procès qui s'est fait. Quand on voit un peu la pièce là et l'adaptation qu'on a eue, on a l'impression que vous présentez un révolutionnaire qui c'est vrai, il meurt, mais pour lequel en fait tout a été un peu utopie et non partagée parce qu'il y a une politique qui, elle, n'en a qu'une et qui regarde ailleurs. Ouais, c'est ça l'histoire de Sankara, c'est en ça que c'est tragique parce que c'est quelqu'un qui arrive et qui a une soif de justice sociale, qui a une soif de redonner sa dignité à tout un peuple, de le réhabiliter et qui a surtout on pense qu'il est impatient, mais je pense aussi qu'il est patient puisqu'il est très pédagogique. Donc quand on est pédagogue, je crois qu'on a quelque part un minimum de patience en soi. Et puis il fait face à des difficultés jusqu'à ce qu'il accepte le sacrifice suprême pour qu'on comprenne, pour rester une leçon en fait et pour nous relever, pour qu'on ne court pas l'échine. Et ce qui est difficile pour moi, c'est qu'on met tant d'années à rendre justice à cet homme-là, alors que c'est vraiment notre martyr, c'est trop dire, mais c'est pour emprunter l'expression de Rassabalga, c'est notre minorité historique à un moment donné, en tout cas une des minorités historiques qui a fait l'histoire, qui a recréé un peuple, une nation et qui nous a inscrits dans la fierté du monde. Voilà, si le monde entier parle de Burkina Faso aujourd'hui, ça a bien commencé avec Thomas Sankara à un moment donné. Mais l'utopie, on le perçoit comme quelque chose d'irréalisable, alors que ce n'est pas le cas. L'utopie, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Et il faut travailler à ce que ça arrive. C'est pour un poète comme Sankara, pour un homme politique épris de justice, il ne peut pas se contenter de la réalité. Il faut qu'il envisage de transcender la réalité et de proposer des chemins qui nous mènent vers la justice, vers la liberté, vers le bien-être en fait. Et ça c'est de l'utopie, mais ça va venir si on se met tous au travail, si on travaille à dépasser ses propres peurs, à tuer ses propres monstres, à ne pas vouloir vivre dans des châteaux tandis que les autres sont dans des taudis. Bon voilà, donc ça évidemment quand vous voulez vous attaquer à ça, vous allez retrouver sur vos routes ce que lui-même appelait des hyènes, des hiboux, voilà, etc. etc. Et ce qui est important dans ce JDS, c'est aussi de faire découvrir ou redécouvrir pour certains ces grands noms-là. Tanagda, vous êtes en 2007 Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec Terre rouge, façon d'aimer. Ça vous a marqué, au moins d'avoir le travail reconnu ainsi.
Oui, quand on travaille, à un moment donné, on a besoin, même pour la confiance en soi, on a besoin que ses pairs reconnaissent votre travail. Et donc, effectivement, le Grand Prix littéraire est venu me réconforter dans ma position, dans mon combat pour que la culture, pour que les arts de façon générale puissent inonder notre société. C'est cela. Et, tout à l'heure, lorsque vous parliez de votre parcours, de comment est-ce que vous venez à cette passion-là, il y a un nom, Étienne Ménougou. Le rapport aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, il y a beaucoup de rapports. C'est le rapport entre artistes, entre grand frère, petit frère, entre grand-père, petit-fils. Mais pour moi, c'est un père. Voilà, il y a une grande complicité entre nous. J'ai énormément de respect pour cet homme parce que ce qu'il a fait, l'outil qu'il a mis en place, qu'il m'a légué, mais surtout qu'il a légué à notre pays, à notre continent, n'existe nulle part. Les récréateurs, c'est aujourd'hui l'une des plateformes de théâtre les plus recherchées, admirées, parce que tout le monde cherche à venir au Récréatral, parce que c'est un outil exceptionnel. Ce festival ancré au cœur de Ouagadougou, dans un quartier populaire où les artistes travaillent en symbiose avec des populations qui n'ont rien à voir avec le théâtre, avec les arts de façon générale. C'est rêvé par tout le monde, c'est rêvé par les Européens, c'est rêvé par les Américains, par les Asiatiques, et Étienne arrive à mettre ça en place à un moment donné, et qu'il a surtout l'humilité et puis la sagesse de se dire que je veux transmettre le flambeau à un jeune pour que voilà, il pousse le rêve très loin, et que bon, à mon tour évidemment je vais aussi transmettre, parce que il faut que ça devienne une institution, il faut que ce patrimoine national puisse grandir. Le projet actuel, c'est que vous êtes sur Terre Sainte, avec des représentations comme ça dans différentes villes du Burkina. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste c'est une façon pour moi, en tant qu'artiste, mais aussi pour les récréatrales, de participer à la lutte contre l'extrémisme violent. En partant là où ça a déjà lieu, là où les gens ont perdu de l'espoir, là où les gens, ce qu'on appelle les déplacés internes, donc on va dans des villes comme Kaya, et puis on propose des outils artistiques, donc de la musique, de la danse, du théâtre, de la peinture, de la photo, à partir d'un texte d'un très très grand auteur qui est aujourd'hui prix Goncourt, Mohamed Bougarsar, qui a écrit un livre, un roman que j'ai adapté qui s'appelle Terre Sainte. Et Terre Sainte, c'est l'histoire d'une ville qui se retrouve prise en otage par des terroristes. Et puis, dans cette ville, des gens s'organisent et créent un journal clandestin qui éveille la population, qui sensibilise la population, qui finit par se révolter et par chasser les terroristes de leur ville. Donc il me semblait important que l'art étant le lieu de questionnement, étant aussi un miroir que l'on tend, le théâtre en tout cas, c'est un miroir que l'on tend à la société pour qu'elle se regarde et qu'elle se pose des questions afin de trouver les solutions elle-même. Il me semblait important d'aller auprès de la jeunesse, auprès des gens qui ont vécu de façon directe le terrorisme, en ayant perdu des maris, des femmes, des enfants, en ayant été violés, etc., pour que ce soit un moyen de guérir de ce traumatisme-là, surtout de comprendre ce qui les arrive, et aussi de pouvoir envisager surtout des solutions, des perspectives. J'entendais parler tout à l'heure de dialogue. C'est aussi un moyen de dialoguer avec soi-même d'abord. Quand on a été à Kaya,
Kaya, par exemple, on s'est rendu compte que le mot terroriste même ne pouvait pas sortir de la bouche des gens parce qu'ils étaient dans de la suspicion. Personne ne savait plus qui était qui dans cette ville de Kaya. Et puis, petit à petit, en discutant, en faisant du théâtre, en chantant, en faisant de la peinture, on finit par dépasser la peur, on finit par reprendre confiance et surtout par extérioriser ce qu'on a intériorisé. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans les villes comme Tinkodogo en prévention, parce qu'il faut aussi prévenir, et puis à Kupela, à Kaya, et puis on compte évidemment tourner au Burkina Faso avec cette pièce. Merci bien Aristide Dardagda. On a vu donc cette culture-là, moyen d'apaisement, moyen de rapprochement et cette contribution que cela peut apporter dans le contexte dans lequel nous sommes. En tout cas, merci. On a révisé votre passion en quelque temps. Le plateau du JDS n'est jamais fermé. Quand on vient ici, on y revient. Et merci on espère vous revoir ici. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Nous, on va terminer ce JDS par une dernière rubrique, c'est le sport. Ligue 1, l'ONAB. Nous allons vous partager maintenant ce match de la 25e journée. AS Police EFO, le score final 1-0 pour l'AS Police. L'AS Police surprend l'étoile filante de Ouagadougou. Nous jouons la 25e journée de la Ligue 1 l'ONAB. Dès l'entame du match, les deux équipes se réservent, faisant ainsi des rares occasions. Il a fallu longtemps après pour voir la première situation de l'EFO, mais qui n'effraie pas les flics. En toute fin de la première partie, l'AS Police sur ce coup franc de Kamsi Rodrigue oblige le gardien de l'EFO à repousser le ballon. 0-0 à la pause. À la reprise, l'étoile filante de Ouagadougou se met au charbon et obtient un coup de pied arrêté qui n'inquiète d'ailleurs pas le portier de l'AS Police. La pression va se poursuivre côté EFO, mais le ballon passe à côté. L'AS Police sur cette action va obliger le dernier rempart de l'EFO à capter le ballon en deux temps. La véritable balle de match, la voici. L'intraitable Kamsi Rodrigue sur cette action ne tremble pas. 1-0 pour l'AS Police et l'étoile filante de Ouagadougou est prise au piège. Pour le coach de l'AS Police, Moussou Ouedraogo, l'objectif de son équipe est de se maintenir en première division. Et je pense que l'objectif de l'AS Police est de se maintenir en première division, avec toute l'humilité et la modestie donnée. Vous voyez, ce garçon a marqué son but, il n'a pas jubilé. C'est un signe que vous devez interpréter. Ça montre qu'on a des grands esprits qui n'acceptent pas souvent l'injustice, qui se battent et qui essaient de se mettre à la vedette avec, je pense, avec les armes en main et en se défendant loyalement. Il a marqué son but, il n'a pas jubilé. Je pense que c'est à vous, les journalistes, d'interpréter pourquoi c'est cela. Ainsi, l'étoile filante de Ouagadougou rate l'occasion de se positionner en tête, surtout que son rival aussi s'est fait battre par l'AS Sonabel. C'est un beau scénario pour l'adversaire. Maintenant, bon, ça complique un peu notre tâche par rapport aux objectifs. C'est un match qu'on avait. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce manque de concentration, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dommage pour nous, quoi. Mais félicitations à l'adversaire. Non seulement les occasions, mais d'autres opportunités où il fallait un peu de lucidité, on avait le but. Bon, vous savez, quand ça ne marche pas, c'est comme ça. Le football, c'est comme ça. Le jour où ça ne vous sourit pas, c'est comme ça, il faut gérer avec. Oui, beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas défensif seulement. À tous les niveaux, il y a eu beaucoup d'erreurs. On n'a pas été nous-mêmes. Bon, c'est comme ça le football. Voilà, c'est comme ça le football. À 5 journées de la fin, la Ligue 1 est relancée. L'étoile filante de Ouagadougou perd la deuxième place au profit du RCK, tandis que son adversaire du jour, l'AS Police, avec sa victoire, quitte la 12e pour la 9e place. A noter également que l'actuel meilleur buteur s'appelle Kamsi Rodrigue de l'AS Police avec 13 buts au compteur.
Retour sur ce plateau et je suis rejoint par Claude Rombard. Bonsoir. Bonsoir, journaliste sportif. Et nous sommes aussi avec Théophile Ouedraogo, le président de la Ligue du Centre de football. Bonsoir. Koudgou Théophile. Voilà, Koudgou Théophile Ouedraogo. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci. Claude Rombard, d'autres points déjà pour ce qui est de cette 25e journée? Évidemment, il faut donner tout le point complet de cette 25e journée qui s'est jouée vendredi et samedi. Le Rail Club du Kadiogo se donne un bol d'air face à Salitas 2-0. L'AS Sonabel a pris le meilleur sur l'Asfa Yenega 1-0. Majestic a battu Vitesse 2-0. Le RCB, en tout cas, donc, se devait de réagir face à Royal et ils l'ont fait 2-1. L'AS Douane a été in extremis rejoint par l'ASK 1 partout. La SEC de Koudougou a mordu la poussière sur ses installations face à l'ASFB 1-0. Et l'USFA a battu Kiko 2-1. Conséquence directe au classement. Il faut dire qu'à 5 journées du championnat, à 5 journées de la fin du championnat, on peut dire que le Faso Foot est plus que jamais indécis. On ne peut pas vous dire à l'heure actuelle qui peut être champion ou qui est relégable. Ça va se jouer peut-être jusqu'au bout du suspense. L'ASFA est toujours en tête avec 41 points, suivi du RCK 40 points désormais. 1 point donc les sépare. 39e, donc l'Étoile Filante est 3e avec 39 points, suivi de l'AC 4e avec 38 points. Je vous dis tout ça pour montrer que c'est très très serré. 5e Majestic 38 points, 6e Douane 38 points, 7e USFA 36 points. C'est-à-dire que jusqu'au 7e, tout le monde peut prétendre au titre. Voilà, Royal 35 points, 8e, 9e AS Police 31 points, 10e ASK 31 points, mais même de 10e n'est pas encore sorti donc de l'Aubert, donc il faut se battre contre la relégation. 11e l'AS Sonabel 31 points, 12e Vitesse 30 points, 13e Kiko 29 points, 14e ASFB 29 points, 15e RCB 29 points, 16e Salitas 25 points, pour vous dire que à part Salitas qui est un peu décalé à 4 points, c'est dit que ça reste vraiment Salitas serré. N'est pas encore condamné. Il faut dire qu'il reste encore 15 points à prendre. Et bien malin qui pourra dire en tout cas qui sera champion de ce Faso Foot qui est assez très indécis. D'accord. On a un autre sujet qu'on a bien voulu aborder. On l'avait abordé dimanche dernier. C'est la question de la clé de répartition des revenus générés par les entrées au stade. On avait montré une fiche la semaine dernière. Une fiche d'ailleurs de la Ligue régionale de football. Voilà, qu'on a d'ailleurs sur ce plateau. 800 000 de recettes en gros. 800 000 en gros. Et puis 42 000 qui reviennent à chacune des équipes. Tout à fait. On s'est posé un certain nombre de questions au regard des dépenses présentées et tout. Nous avons d'ailleurs Mamadou, qu'est-ce que je raconte? Nous avons M. Ouedraogo, Théophile Koudgou, qui est le président de la Ligue du Centre de football. C'est vrai que vous nous avez suivis. Et puis, je pense que c'est le lendemain, on a eu des précisions, des mises au point, on va le dire comme ça, oui, qui ont été formulées d'ailleurs par vous. Vous vous rappeliez des questions que nous posions. Oui. Voilà. La clé de répartition. Ok, j'ai la parole. Allez-y. Merci bien. Mais avant tout propos, moi je tenais quand même au niveau, en tant que président de la Ligue régionale du Centre, présenter mes excuses à l'AJSB suite à ce qui s'est passé le vendredi, parce que je pense qu'il y a eu quelques petits soucis. Normalement, ça ne doit pas se passer ainsi. Alors, pour la rentrée du sieur Claude Rombard, parce que ce qu'il a relevé sur les recettes des matchs, ça n'a pas de rapport avec son entrée au niveau du stade. Moi, je tenais à présenter, en tant que premier responsable de la Ligue du Centre, mes excuses. D'accord. Voilà. Et maintenant, je reviens sur la clé de répartition. C'est vrai, c'est 809 100 francs que nous avons encaissés lors de la 24e journée. Et le sieur Rombard parlait de 729 000 francs pour les charges. Effectivement, et les 4 équipes qui ont joué, chaque équipe a eu 42 000 et quelques. Alors, moi je vais donner cette précision. Si vous prenez 809 100 francs, moins 729 830, tout c'est quoi comme ça? Est-ce que le net a payé? Parce que j'ai regardé la fiche où il y avait la photo de Claude Rombard à côté.
809. Ça, c'était sur d'autres. Oui, 809 000 moins 729. Au moins, les chiffres restent, puisque moi j'ai retenu les chiffres. D'accord, aussi. 809 moins 729, il ne reste pas net. Le net à partager, ce n'est pas 428 000. C'est sur la même fiche. Le net à partager, c'était 428. Quand vous faites un travail, vous avez vendu des tickets, vous avez 809 100 francs. Vous avez fait, les charges s'élèvent à 729 000 et quelques. Est-ce qu'il vous reste 428 000 à partager? Allons-y pour les précisions. S'il vous plaît, moi je préfère vous donner des précisions. Le sieur Claude Ramba était de la Ligue de football professionnel. Et de surcroît, il est commissaire de match. Ça veut dire qu'au niveau de la Ligue de football, si vous jouez, la fiche de renseignement dont il parle, on remet au commissaire de match pour la Ligue de football professionnel. Il est bien arrivé là-bas avant nous. On a été élus en juin 2020. Pourquoi il n'a pas parlé de ces chiffres-là, les clubs qui souffraient en ce moment, pour les ressortir aujourd'hui? Le problème qui se pose, c'est qu'on a vu une recette de 800 000 et on a vu que ce qui revenait au club, c'était 42 000, ce qui, aux réactions que vous avez eues sur la page Facebook d'ailleurs de True TV et de Watt FM, vous avez lu ces réactions. Pour beaucoup, c'était quand même dérisoire au regard des recettes. C'était quand même le 1/8. On veut comprendre comment se fait la clé de répartition, charge et tout. Je pense que c'est les précisions qu'on veut avoir ici. C'est pour dire aussi, donc allons-y. C'est pour dire aussi que cette clé de répartition, comme les textes sont clairs, lui étant de la Ligue professionnelle, même s'il a démissionné. Oui, mais ceux qui nous écoutent ne sont pas de la Ligue professionnelle. J'en arrive là. On a peut-être 2 ou 3 minutes. Excusez-moi. On a 2 ou 3 minutes. Excusez-moi, je ne savais pas que le temps était bref comme ça. Voilà comment on partage. Les 809 000, la première opération qu'il faut prendre, c'est la location du stade qui fait 20%. Ça fait combien? Oui, mais si vous prenez 20% de 800... Restons dans le... Non, si vous prenez 20% de 809 000, c'est à peu près 161 000 et quelques. D'accord. Alors, le reste maintenant, on défalque toutes les dépenses sur le terrain. Et sur le terrain, il n'y a pas que ce que la fédération donne. Non. La fédération, selon lui-même, c'est 165 000, il a dit, mais c'est 174 500. D'accord. Je rectifie ça. C'est 174 500. Continue. Si vous enlevez, il y a des dépenses, et quand j'ai donné les détails, vous aussi, vous avez pu voir la fiche. Il y a les détails. On était à 567 000. Vous reprenez les 161 000, vous ajoutez, et vous avez les 729 000 et quelques. Les 349 000, parce que 174 500 multiplié par 2, ça fait 349 000 que la fédération verse pour 2 matchs. D'accord. On reprend les 349 000, on ajoute au restant. Ça veut dire les 809 moins les dépenses, les 729 000, il doit rester 79 000 et quelques. Vous ajoutez maintenant les 349, ça fait 428 et quelques, et vous faites la répartition. Quelle est la clé de répartition? La fédération prend 30%. On reverse 30% à la fédération. On reverse 20% au promosport. Le fonds, on reverse 20%. On reverse 40% pour les 4 équipes qui ont joué. Et on verse 5% pour la Ligue, 5% pour le district. Calculez voir. C'est là la clé de répartition. Et ça, c'est depuis les années 70. On est venu trouver. Il n'y a pas une fédération à côté même qui peut dire qu'ils ont modifié quoi, ils ont fait quoi que ce soit. Nous, on applique ça. D'accord. Une question? Oui, peut-être que... une question ou une réaction? En fait, c'est ça. Mais on va aller rapidement parce qu'on est très rapidement de l'émission. L'objectif ici, c'était en tout cas de montrer les clés de répartition. Aujourd'hui, quand vous parlez des clés de répartition, vous comprenez qu'il y a 50% des clés de répartition qui vont 20% au ministère et 30% à la fédération. Les deux entités qui financent le football, qui financent en tout cas le club. Donc, en donnant de l'argent au club, il ne peut pas reprendre. C'est pour dénoncer un peu tout ça. Au lieu, pour nous, aujourd'hui, ça devait être vraiment un peu béni pour la Ligue, qui était quand même dans des difficultés et qui
l'émanation des clubs qui aurait dû prendre ça comme un pain béni pour dire effectivement la clé de répartition là, elle vous l'avez dit depuis 79, il faut qu'on la révise. 70. Voilà, 70. Vous trouvez 70, il faut qu'on la révise. Ça, c'est au regard de non, je termine. Deuxièmement, peut-être que ce que le président de la Ligue ne sait pas, aujourd'hui, quand vous regardez le règlement du championnat, la Ligue, le rôle de la Ligue, ce n'est pas d'organiser le match du championnat, ce n'est pas dévolu à la Ligue. Ça c'est pour les clubs. L'article 14 du règlement le dit clairement. C'est dévolu au club. Et c'est au club de prendre en charge l'organisation des matchs. Voilà. Je pense aussi que là, il faut qu'on soit clair. Mais nous, en le dénonçant, c'était pour permettre à la Ligue d'être vraiment en avant-garde pour dire effectivement, ces recettes-là n'arrangent pas forcément les clubs. Il faut qu'on revoie la clé de répartition parce qu'il est inconcevable que la fédération et le ministère prennent 50% des recettes. Or, les recettes ne sont pas aussi faites. Au lieu de ça... Oui, réaction, s'il vous plaît. Au lieu de ça... Moi, je suis venu pour le droit de réponse. Voilà. Mais vous l'avez fait. Vous avez donné la clé de répartition. Je compte, s'il vous plaît. Moi, j'ai été trésorier d'un club. Les 809 100 francs là, quand il faut jouer contre l'ASFA dans les années 90, on a 900 000 qu'on partage de recettes pour chaque club. Ce que lui dit là, le problème ne se situe pas là-bas. Il se situe où alors? Mais je pense que c'est l'entrée au niveau du stade. Les gens rentrent cadeau, les gens ne rentrent plus, tout le monde rentre cadeau. Ça c'est un. Et ce qu'il est en train de dire aussi, je pense qu'on pouvait, lui-même il pouvait dénoncer ça bien avant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est de la Ligue professionnelle, même s'il a démissionné il n'y a pas longtemps. Ils ont les chiffres. Pourquoi attendre aujourd'hui pour dénoncer ça? Il faut un jour pour ça. Il faut un jour pour dénoncer. Il faut un jour pour ça. Il faut un jour pour ça. Votre problème, c'est que ça soit aujourd'hui. Donc vous pensez que c'est. Je crois qu'on est pratiquement. On est déjà au terme de. Déjà. On est au terme de 1h30. Notre émission a débuté depuis 19h30. Et comme je le disais en début, elle est plurielle, transversale. On a parlé politique, on a parlé santé. On a parlé sport, on a parlé culture, c'est bien cela, donc vous l'avez suivi juste à côté. C'est ça la réalité de ce JDS, journal du dimanche soir. On espère qu'on pourra vous avoir encore, toujours pour aborder les questions inhérentes à notre sport, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on puisse ensemble tirer par le haut, et c'est le plus important. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Koudgou Théophile Ouedraogo, je rappelle que vous êtes président de la Ligue du Centre de Football. Merci aussi à Claude Romba d'être passé sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous au cours de ces 1h30. On était ensemble depuis 19h30. C'est fini pour ce JDS, journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas, c'est à 19h30 et d'ici là, portons-nous bien.